Bon matin, Bruno, ça va bien? Ça va super bien. Et toi? Ben oui, hey, c'est déjà notre dernière chronique de 2025. Alors, ouais, ça passe vite, j'ai l'impression qu'on a commencé hier. Ben oui, ça ressemble à ça. On n'a pas Un peu fait ça. on n'a pas fait l'année, mais on souhaite la faire au complet l'année prochaine avec toi, Mathieu. Et puis là, on va faire un peu. C'est toujours à la mode et c'est toujours agréable de refaire une revue de l'actualité annuelle. On a le Bye Bye, on a Infoman qui fait ça. Ben là, ça va être Mathieu Prou avec la revue de l'actualité qui va faire un retour sur l'année. Alors, Mathieu, par quoi on commence? Ouais, on a quand même eu une grosse année 2025. Je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, Bruno. Qu'est-ce qui t'a accroché un peu plus? Mais moi, je me suis essayé, donc c'est sûr que je pense que c'est un incontournable. On a eu une élection fédérale un peu précipitée en 2025 dans tout le contexte de la guerre des tarifs, où Mark Carney est devenu notre premier ministre. En région, on a eu du changement aussi. Sébastien Lemire, là, qui est demeuré en poste quand même avec un fort taux de pourcentage du vote de la population. Sylvie Bérubé, pardon, oui, qui a écopé au profit du Parti libéral et sa candidate Mandy Goldmasty, qui est devenue ministre des Affaires autochtones dans le cabinet Carney. Et Donc, Mathieu, on a quand même. Mandy Goulmasti, t'as-tu comme a pu observer un peu ses faits et gestes durant la dernière session parlementaire? Un peu. Il y a quand même eu quelques annonces, tout ça, mais je pense que ça sera peut-être plus en 2026 qu'on pourra voir un peu plus son travail. On a parlé beaucoup de foresterie, il y a eu quelques annonces, mais évidemment, les annonces qui ont été faites par le gouvernement fédéral actuellement ont été très peu, puis ça a été décrié là, par le député Lemire de dire que c'est très peu régionalisé. Il y a peu de concret dans les régions. Ça se concentre, quand on parle de bâtir Maison Canada, le fameux programme là, de logement, beaucoup dans les grandes villes, dans les grands centres, près du fleuve Saint-Laurent, près des Grands Lacs, tout ça, mais très peu dans les régions plus périphériques. Donc, on a hâte de voir un peu comment on va essayer de pouvoir tirer notre épingle du jeu là, en 2026, parce qu'en effet, ça prend un petit peu plus de concret. Il y a eu un point de presse là, au début du mois. Il y a eu la visite de plusieurs ministres à Val d'Or au début de la session parlementaire. Quelques annonces qui ont été faites, mais c'était des annonces là, qui dataient de quelques mois déjà, des choses là, qui étaient déjà planifiées, organisées. Donc, peu de nouveaux. Mais on pourra voir en 2026 un peu plus l'impact du ministre dans la BTP-Témiscamingue. Quatrième mandat quand même du Parti libéral consécutif. Alors, ben, Oui, évidemment, il est allé le chercher, hein, M. Carney. Maintenant, on a d'autres élections aussi. Ça a été vraiment une année d'élections. ben oui, les élections municipales, donc Amos, la MRC-Abitibi, Landrienne. Amos, ben, on a eu une campagne un peu particulière en octobre, peu trépidante, quoique divertissante, là, de par les candidats qui se sont proposés, qui ont tenté leur chance, là, on va leur donner. Ça n'a pas donné lieu à un débat d'idées très, très élevé, mais quand même. On a eu la réélection de Sébastien Lastou, qui lui arrive à près de 12 ans de mairie quand même. Ça fait un petit bout qu'il est là. Il avait succédé lors d'une élection partielle à Ulrich Chérubin. Et depuis ce temps-là, ben, il semble faire un bon travail, il semble être Il, apprécié. il nous a Dans- présenté son 11e budget hier, imaginez. Oui, exactement. Donc, avec un taux de taxation de 1,9 moins de 2 là. Donc, si on se compare à la région cette année, on peut dire qu'on est chanceux parce que ce n'est pas toutes les municipalités de la région qui ont eu la chance de faire un budget aussi stable là, au niveau de la taxe foncière. Et on a Donc, dépassé l'équité aussi, hein, au niveau du conseil municipal de la ville. exactement. Donc, quatre femmes, Annick Pelletier qui se joint à l'équipe ainsi que Claudie Audet, rejoignent Nathalie Michaud à Nickenville. Donc, représentation féminine intéressante. Quelques jeunes aussi, pas en bas de 35 ans, mais quand même un visage un peu plus jeune qu'à une certaine époque où il y avait beaucoup de cheveux gris autour de la table. Puis bon, pour faire d'âgisme, mais quand même, c'est important d'avoir un peu plus de diversité, pardon. Donc, on réussit quand même à avoir un beau conseil là, avec différents horizons, différents intérêts. Est-ce que tu as pu faire une. Ben, c'est dur de faire une évaluation en moins d'un mois, là, mais est-ce que tu as senti comme une synergie différente, par exemple, aux dernières séances de l'Hôtel de Ville?
Ben, quand même, c'est ça. Ben, comme tu dis, c'est très tôt pour le dire, mais oui, on sent que c'est pas tout à fait, tu sais, le dernier conseiller était là quand même depuis quelques années, en fait, là, donc il y avait une stabilité, une équipe, là, très, très soudée. Je pense ils auront à retravailler cette chimie-là, mais oui, on sent il y aura de nouvelles idées autour de la table, là, mais on pourra le constater un peu plus tard en 2026. On va pouvoir faire le bilan, là, des 100 jours de leur mandat. Je ne sais pas si Ben oui, on va faire ça avec le municipal, avec, oui. avec plaisir. Maintenant, niveau administration aussi, il y a d'autres choses qui s'est passé en région, entre autres avec le centre de services scolaires, l'école Sainte-Thérèse. Oui, exactement. Donc, ben, d'ailleurs, on a eu la présentation du rapport annuel du centre de service scolaire il y a la semaine dernière, qui se terminait là, en juin dernier. Donc, un surplus de 400 000, ça fait sourciller parce que, bon, évidemment, on le sait, là, la situation dans les écoles n'est pas nécessairement positive. Comment on réussit à avoir des surplus de 400 000? C'est assez simple. En fait, ce 400 000-là ne pouvait pas être dépensé nulle part. Euh, et puis, c'est sûr que ça choque aussi parce qu'il y a quand même l'école sanitaire de Launay qui a été abandonné. Le projet en fait, de reconstruction de l'école, de rénovation, a été abandonné parce que le ministère ne l'a pas priorisé pour l'instant, n'a pas jugé que la CSSH pas méritait, mais avait besoin de cette école-là dans le moment. Ce n'était pas urgent, contrairement à la mode, par exemple, qui a eu sa nouvelle école il y a quelques mois déjà. Donc, mais il y a des gros défis. Donc, le ministre Drainville, en fait, dans ses dernières semaines de mandat à l'éducation, avait quand même annoncé des coupures là, importantes là, de 500 millions. C'était 15 millions dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, oui, là, c'est 400 000 de surplus, mais je serais très, très surpris qu'on finisse dans le surplus en juin 2026. Ça va être une année difficile, même si la directrice générale a quand même dit qu'il y a des actions qui ont été mises, des réflexions pour essayer d'optimiser les pratiques, tout ça, sans couper le service à l'élève. Donc, c'est la priorité pour le centre de service scolaire en ce moment et pour les mois qui s'en viennent. Donc, de gros défis pour la santé, pour l'éducation, pardon. Pour l'éducation, puis d'ailleurs, il y a eu un gros mouvement là, dans les rôles de direction du centre de services scolaire aussi. Donc, peut-être qu'on pourrait être étonné, mais certainement que dans les moments de disette, ben, la réaction qu'on a, c'est d'économiser au maximum parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver dans la prochaine année. Exactement. Je pense que je ne sais pas comment ça va se résorber tout ça. C'est une année électorale aussi. Est-ce qu'on va avoir quelques surprises? Mais c'est pas facile pour l'éducation, comme dans tous les secteurs. L'appareil gouvernemental doit compresser au maximum, puis c'est difficile là, de le faire sans casser des pots, finalement. Et là, d'autres choses, des gros sujets cette année, on ne peut pas passer à côté du dossier qui est commencé depuis déjà quelques années, mais c'est la fonderie Ouais. Horn, là. Ben oui, ça a commencé en fait à la dernière élection, au moment où Émilie Desautariens a perdu ses élections, un peu sur cette question-là. La fonderie Horn là, qui poursuit son travail depuis plusieurs mois pour réduire les émissions d'arsenic. Là. On s'est passé à atteindre le 15 nanogrammes mètre cube. Il y a eu beaucoup de changements dans leur procédé. Et là, la fonderie Horn et Glencore qui demandaient un délai de 18 mois supplémentaires pour atteindre ce 15 nanogrammes-là, quelque part en 2027. Donc, et là, ben, on s'est adressé tout d'abord au gouvernement du Québec, donc au premier ministre François Legault, qui est venu dans la région la semaine dernière et qui a dit on est ouvert à ça, ça nous prend des garanties d'investissement. On veut que Glencore investisse rapidement, immédiatement, mais on rejette la balle un petit peu dans le camp de la municipalité de la ville de Rouyn-Noranda, ce qui n'a pas nécessairement plu aux citoyens parce que c'était à peu près pas subtil la tentative de rejeter la balle dans le cas de la municipalité, qui, elle, espérait plutôt un positionnement clair, net et précis de la santé publique, de l'environnement également. La santé publique qui a rappelé que actuellement, évidemment, les citoyens n'étaient pas nécessairement dans une zone sécuritaire pour leur santé. Il y a beaucoup de citoyens du quartier Noranda, entre autres, là, c'est un quartier Sacré-Cœur, qui vivent sous des émissions arsenic depuis plusieurs années, donc qui sont exposés à ça depuis trop longtemps. Donc, on demande finalement d'accélérer la mise à niveau puis la baisse des nanogrammes d'arsenic. Donc, on va suivre ça en 2026, mais
Ça semble faire un certain consensus, le 18 mois, c'est ce qu'on sent là, quand même. Euh, mais il y a toujours l'espèce de crainte aussi, puis les employés subissent ça aussi, de la crainte de fermeture de l'usine. On s'en inquiète. On se demande comment Glencore pourrait prendre cette décision-là, là, considérant tout l'argent qu'ils font, tous les bénéfices qu'ils font grâce à cette fonderie-là. Ça serait quand même surprenant. Mais rien n'est impossible. Et il n'y avait pas un dossier là, de déménagement, de repositionnement des habitants puis des maisons là, dans un Oui, c'est secteur, dans un... commencé d'ailleurs. Oui, OK. Beaucoup, j'en discutais là, la semaine dernière, puis il y a beaucoup de résidents qui ont, des fois, on va cogner à une porte, puis là, il n'y a plus personne qui reste dans ces mesures-là. Donc oui, c'est commencé. C'est quelque chose quand même qui se fait sur une longue période, dans le sens où l'idée, c'est pas de. Ben, en fait, c'est carrément une expropriation, là, mais je pense que c'est de relocaliser ces gens-là. Il y a un enjeu de logement aussi à Rouyn-Noranda, un peu comme partout. Donc, c'est pas quelque chose de facile là, qui peut se faire en 2 jours, mais c'est commencé. Donc, les gens qui ont négocié avec la fonderie, avec le Glencore, pour racheter leur maison, puis avoir des indemnités de déménagement. Oui, c'est beaucoup de Il va y avoir un pression pour... logement, une annonce là, pour des logements pour personnes aînées qui a été faite là, pour combler une partie des besoins la semaine Bon, dernière. ben c'est bien pour ces détails-là. Ça fait beaucoup de pression quand même pour un seul conseil municipal, comme tu le disais tout à l'heure. Ben là, justement, tu as parlé de la visite de François Legault en région. Oui, Ça aussi, c'est un fait marquant ben de oui, la je dernière pense que c'est session. probablement la nouvelle de l'année en Abitibi-Témiscamingue, en tout cas à mon sens. Le premier ministre François Legault qui s'est autoproclamé ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue après 4 ans, là, finalement, de critiques assez sévères à l'endroit de son gouvernement, de ne pas avoir de députés, ministres dans la région. C'était quelque chose qui était nouveau pour nous. Il y a toujours eu un ministre responsable dans la Témiscamingue, mais et on s'est bien rendu compte que c'était plus difficile là, de faire des suivis sur des dossiers importants. Donc, le premier ministre qui s'est nommé ministre responsable, et ça amène toute une logistique et c'est quand même surprenant. Il est venu 2 fois cet automne. Moi, personnellement, vous m'avez demandé est-ce que tu penses qu'il va venir souvent? Est-ce qu'il va venir 2 fois cet automne? J'aurais dit non. La première, je m'attendais à ce que cette visite-là de septembre soit la première et la dernière d'ici les élections. Mais visiblement, il a choisi de mettre un peu de temps dans son agenda. Il y a d'ailleurs une responsable à son cabinet dédiée là, au dossier de la BTP-Témiscamingue à Québec. Donc, ça permet certainement de faire avancer quelques dossiers, mais on est un peu déçus parce que sa dernière visite, bon, on n'a pas eu d'annonce concernant du Mont-Nickel, bien que les dirigeants ont été rassurants. Là. Je les ai d'ailleurs rencontré M. François Vézina en entrevue, disponible là, au mediaté.ca actuellement et sur Elix, qui était rassurant sur le projet. Donc, on a eu quand même une espèce de garantie là, du bloc énergétique. Mais notamment l'hôpital d'Amos aussi, les choses ne bougent pas beaucoup. En fait, ils bougent très peu, ne bougent pas du tout. On attend des nouvelles, mais c'est un très, très gros projet. J'en parle avec Mme la députée Suzanne Blais. Donc, il y a beaucoup de choses à placer dans ce dossier-là, mais qui devrait être placé bientôt. Mais ce qui a changé, là, on va se le rappeler cette année, c'est que l'urgence et le bloc opératoire ont été fusionnés en un seul projet, ce qui les rend un peu plus gros et beaucoup plus complexe au niveau du bâtiment, qui va changer de visage. Là. Grosso modo, l'hôpital qu'on connaît à Amos, là, vous connaissez la bâtisse là, sur la côte, ben, ça risque de changer de visage beaucoup parce qu'on va le construire, on va le construire de l'intérieur, on va y rajouter un étage. Donc, c'est assez impressionnant comme chantier, là, ce qui s'en vient. Et ben, écoutez, on va voir si la députée va avoir une oreille à l'écoute là, pendant la prochaine session. Du moins, on a eu une SQDC. Hein, ça a Oui, on a une bougé. nouvelle SQDC quand même, donc qui est ouvert hier, mardi. Donc, semble-t-il qu'il y a beaucoup de gens qui ont passé. Ça faisait la file un petit peu le matin. Bon, il n'était pas 50, là, mais quand même, il y avait des gens très tôt le matin pour aller vivre l'expérience de la SQDC. Très beau commerce que j'ai eu la chance de visiter la semaine dernière. Donc, et puis, je voulais terminer là-dessus, mais quand même, je ne veux pas dire que c'est la nouvelle de l'année, mais ça nous a marqué, ça l'a fait beaucoup jaser, ça nous a écœuré énormément. Les longicornes en Abitibi-Témiscamingue, Bruno, comment tu as vécu ça? Ben, ça a bien été finalement. Moi, je ne l'ai pas eu. On dirait qu'ils ont passé à côté de chez nous. Ouais, ok, ben, en tout cas, moi, j'ai marché dans les nuages de longicornes pendant 2 semaines. Là. Je suis resté à l'intérieur. J'ai pas vécu des terrasses pendant 2 semaines, disons.
Ben, on a une C'était belle parfait. chronique là-dessus avec Tommy Saint-Laurent, justement, qui Oui, expliquait la raison des longicornes. Puis c'était franchement très intéressant. Ça aussi, c'est disponible sur le contenu de radioboréal.com. oui, puis j'en avais fait un texte aussi sur mediaté.ca, puis ça a été probablement un des textes les plus partagés, lus, cliqués de la dernière année. Là. J'ai hâte de voir, on va sûrement sortir un petit top 10 dans les prochaines semaines, mais ça a suscité beaucoup de questionnements et d'intérêt. Là. Ça a soulevé les passions, comme on dit Ben, c'est de l'émotion. Hein. Quand en tu as boss. peur, il y a de l'émotion, ça se cristallise. Ouais, puis on dirait que ça m'a quand même un peu. J'ai tellement été confronté aux longicornes pendant cette période-là que maintenant, on dirait que là, si j'en vois un, ben là, je relativise, on dirait. Ben, c'est bon. Écoute, ça a resservi à ça, 2025 Oui, peut-être, Mathieu Prou. j'aurais moins peur des longicornes à part s'il y en a plus l'année prochaine. Ben écoute, ça a été un plaisir de te revoir ce matin. Belle revue de l'année, puis on va te souhaiter. J'espère qu'on n'a pas. On a sûrement oublié des choses, là, puis ben moi, ça fait partie de. J'ai commencé, je suis revenu sur le terrain journalistique en juin dernier, plus juillet en fait, là. Mais j'espère qu'on n'a pas trop oublié de choses. Mais si jamais on en a oublié, ben, écrivez-le dans les commentaires, là, lorsque vous verrez passer cette chronique-là, ou en tout cas, écrivez-nous s'il y a des choses qui vous ont marqué. Mais moi, c'est ce qui a retenu mon attention dans les dernières années. Puis évidemment, toute l'actualité internationale avec Donald Trump et tout ça, c'est un incontournable. Là. Il y a rien qui n'a pas eu d'impact avec ça. Donc, ça a été toute une année. Ben, c'est un moment très enrichissant, je trouve, pour nous, Mathieu, que tu sois avec nous une fois par semaine pour la revue de l'actualité. Puis, ben, ça va se poursuivre en 2026. Je te souhaite des belles vacances, Mathieu. Ben oui, ben, joyeuse fête, Bruno. Amusez-vous. J'espère qu'on va se retrouver dans les matins avec Bruno en 2026. Absolument. Puis sinon, ben, on te suit sur Médiaté pour l'actualité, pour poursuivre l'actualité.